Il y a à peu près 3 ans, j'ai fait une vidéo sur le Joule Creep et comment utiliser le Joule Creep à son avantage. Alors, il y a eu 11 000 vues, ce qui est bien, en 3 ans, moi je suis assez content. 3 ans plus tard, c'est un sujet qui me concerne toujours, alors pas de manière quotidienne, mais plutôt de manière hebdomadaire, où j'ai 1 à 2 questions relatives au Joule Creep, sur du TAC 41, du HPA, du GBBR, on le développera un petit peu plus tard. Et je pense qu'au bout de 3 ans à expliquer de manière différente pour chaque personne, j'aimerais aujourd'hui prendre un petit moment avec vous pour en faire un petit peu une synthèse et aujourd'hui donner une version un petit peu plus aboutie que la vidéo d'il y a 3 ans. Il y a 3 ans, je n'étais pas la même personne, je n'avais pas peut-être la même aisance que j'ai, j'espère, aujourd'hui au bout de quelques vidéos supplémentaires. Et je pense qu'aujourd'hui, le Joule Creep, ensemble, il faut qu'on en parle. On m'a fait un petit cadeau. J'ai un ami qui est passé en Pologne, qui m'a ramené de la bière. 2 bières, et il m'a dit de les tester et de voir laquelle j'appréciais le plus. Est-ce qu'on peut comparer 2 bières qui sont différentes? Alors moi, je vais commencer par l'IPA. C'est un style que je... Oh. Ah ouais, rien qu'à la décapsuler, on sent qu'on va s'amuser. Alors, il y a à l'intérieur du Citra, de l'Amarillo, du Chinook et du Lubelski. Ah ouais. Ah oui. Ah oui. Alors ça se marie super bien. L'intérêt de mettre plusieurs houblons dedans, c'est d'essayer d'obtenir un fondu un petit peu global. On va pas mettre des houblons qui sont antagonistes et qui vont chacun essayer de tirer la couverture de leur côté. Est-ce que je serais capable, moi, de comparer une IPA comme celle-ci, qui attaque quand même, qui a des arômes très houblonnés, et en face, une Pils? Est-ce qu'on peut comparer ce qui n'est pas comparable? La bière et les comparaisons, on pourrait en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas là pour ça. Le SR3 de chez LCT. Alors moi j'avais déjà le modèle modernisé SR3M avec des rails Picatinny, on pouvait mettre un modérateur de son qui était un peu long comme le nez de Cyrano si vous vous souvenez, si vous avez vu la vidéo, et une crosse type AS-Val. Alors celui-ci, la crosse est très rudimentaire, j'en ferai la review complète un petit peu plus tard parce que j'ai fait 2-3 petites modifications dessus, on va en parler vite fait dans cette petite vidéo. Je l'ai pris, pourquoi? Parce que je vais aller jouer à la Tête de l'Ours, tout début du mois d'octobre, le premier week-end d'octobre. Notre association crée un événement qui s'appelle la course à l'armement, donc ça joue le samedi, ça joue le dimanche, avec des scénarios qui sont différents pour qu'on puisse découvrir la totalité du fort. Je vous laisse le lien dans la description. Ce SR3, je l'ai amené pour parler du Joule Creep. Non pas qu'il soit sujet au Joule Creep, mais parler du Joule Creep de manière générale avec justement cet antagoniste, pour essayer de décrire des expériences. Parce que le Joule Creep, pour moi, et ça se voit aussi quand on tape Joule Creep sur Internet, ça ne concerne que l'airsoft. Si vous tapez Joule Creep sur Internet, vous n'avez pas de documentation scientifique qui parle de ce phénomène. Et pour une raison bien simple, parce que le phénomène de Joule Creep est très bien décrit, mais il vient aussi d'un étonnement chez nous airsofters. Et justement, cet étonnement, il va falloir en parler plus longuement. Alors ce petit SR3, moi je voulais amener pour qu'on puisse parler d'expérience. On va faire ensemble, mentalement, des expériences et on va voir que dans certains cas, si les expériences sont considérées semblables, on serait prêt à penser qu'il y a du Joule Creep. Vous prenez votre SR3 et vous le passez au chrony. Là, volontairement, c'est hop à 0 à la 0,20 g. Je tire. J'ai un résultat. 0,7 joules, c'est le cas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une seule action dessus. C'est que je vais retirer le ressort pour en mettre un autre. Juste un autre. Je repasse au chrony et j'ai un résultat qui est différent. Est-ce que je suis en droit de m'étonner d'avoir un résultat différent alors que j'ai changé le ressort? La réponse, normalement, si vous suivez la chaîne, c'est non. C'est le ressort qui est responsable, ici, du changement au niveau du chrony. Je ne vous ai pas dit si c'était un ressort plus puissant ou moins puissant, je vous ai simplement dit que le résultat de l'expérience était différent. Et je ne suis pas étonné de ça. L'expérience n'est plus la même. Les conditions initiales de mon test
C'est-à-dire, mon passage chronie, ma mesure n'a pas mesuré le même état. Ce qui fait que si je passe au chronie, avec un ressort, et je passe au chronie sans rien changer avec un deuxième ressort, j'ai un résultat qui est différent. Et ça, tout le monde l'admet. Ce n'est pas du Joule creep. Alors, le Joule creep, c'est Joule rampant. Et dans cette notion de ramper, il y a un côté un petit peu insidieux, il y a un côté un petit peu discret, il y a un côté un petit peu vicieux, un côté on ne sait pas trop ce qui se passe, etc. Et justement, on va y venir, en faisant une deuxième expérience. J'ai un ressort dedans, on s'en moque, il est à 0,7 joules, on se moque de ce que c'est. Je passe au chronie, hop-up à 0 à la 0,20. Même hop-up réglé, grammage de jeu, on s'en moque, mais dans l'état initial de ma réplique. J'effectue mon tir. Je tire, nickel, je passe à 0,7 joules. Mais je découvre, en m'intéressant à ma réplique, que à l'intérieur, j'ai un cylindre qui est ici percé, et j'ai un canon très court. Et ce cylindre-là, c'est pas mon cylindre idéal. Le ratio n'est pas le bon. Le canon ici, c'est très court. Hein. On est à 19 cm. Hein. C'est petit. Hein. Enfin, c'est petit. Enfin voilà, toi, tire en enfer. Bref, je change donc mon cylindre pour un cylindre idéal. Ça me prend un peu de temps. Moi, je suis en zone neutre. On me voit bricoler sur ma réplique. Et je repasse au chronie. Je passe de 0,7 à 1 joule 1. C'est vrai. Là, j'ai remis le mauvais cylindre. J'ai remis un mauvais cylindre. Hein. Mais c'est vrai. Le cylindre que j'ai eu et le cylindre que j'ai changé, je suis passé de 0,75 à 1,1. Est-ce que ça, c'est du Joule creep? Si vous avez vu la vidéo sur optimiser les canons courts, je crois que c'était avec mon PP19 Bison. C'était mon PP19 Bison. Comment on pouvait gagner des FPS en mettant un cylindre idéal, en tout cas qui soit en rapport, que le ratio volume de cylindre canon soit dans de bonnes proportions. Eh bien ici, ce que j'ai fait, j'ai changé qu'un seul paramètre. Touc, 0,7, 1 joule 1. Mais là, si vous avez suivi encore les vidéos de la chaîne, on ne s'étonne pas de ça. Ce n'est pas du Joule creep. Je n'ai pas fait le test dans les mêmes conditions. Donc ce SR3, dans les deux cas précédents, vous avez parfaitement conscience qu'on ne réalise pas la même expérience. Donc, le résultat de ma mesure chronie ne peut pas être comparé. Je peux simplement dire qu'il y a eu une augmentation de puissance ou une diminution, parce que j'ai changé le cylindre, parce que j'ai changé le ressort, mais c'est pas quelque chose qui est choquant. Vous savez bien que cette réplique n'est plus dans le même état de départ. Et la question que je me pose et que je me suis posée, c'est pourquoi ce n'est pas le cas quand on règle le hop-up entre une réplique hop-up à 0 et une réplique hop-up réglée. Ce n'est pas la même réplique. Je ne peux donc pas comparer les mêmes résultats. Je ne peux pas considérer qu'un hop-up réglé ou non réglé, la réplique est la même. Idem pour le grammage de jeu. Entre 0,20 et 0,40, j'ai doublé la masse de ma bille. Je ne suis plus donc dans l'état initial. Et si mon test se fait dans un état initial, ici, voilà, j'ai mon état initial, paf, je change soit mon ressort, soit mon cylindre, soit mon hop-up, soit mon grammage de jeu, on peut tous estimer que je ne suis plus dans mon état initial. Si je repasse le test, j'aurai un résultat qui sera différent. Et c'est pour ça que je prends le SR3. Il est différent et je n'ai pas encore fait les tests. Je ne sais pas si je serai au-dessus ou en dessous. Pour le ressort, je l'ai fait. Pour le cylindre, je l'ai fait. Pour le réglage du hop-up, je ne l'ai pas fait. Pour le réglage du poids de la bille, je ne l'ai pas fait non plus. Donc tout ça, c'est juste pour considérer que le Joule creep, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un étonnement entre deux résultats, alors même que les expériences et l'état initial des expériences n'étaient pas les mêmes. Alors je vais faire une petite digression sur le Silverback. Sur Silverback et en tout cas sur les snipers qui possèdent des pistons masse variable. On m'a, et c'est très très régulier, posé des questions sur la meilleure masse pour le Joule creep. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais dit dans ma vidéo d'il y a 3 ans. Et c'était mal exprimé. Parce que le piston masse variable, il n'est pas là pour du Joule creep. Il n'est pas là du tout pour ça. Qu'est-ce qui se passe avec le piston masse variable? Votre ressort, que ce soit AEG ou n'importe quel ressort, n'importe quelle propulsion à ressort, vous avez une puissance qui est en excès. D'accord? Votre ressort, peu importe lequel, sera capable d'envoyer votre piston jusqu'à ce qu'il frappe la tête de cylindre. C'est ça qu'on lui demande.
mais il en reste sous le pied. Quand vous refermez votre gearbox, quand vous refermez votre cylindre de SRS, vous sentez déjà que c'est comprimé. Donc dans tous les cas, vous êtes en excès. D'accord ? Si vous êtes en excès, on va essayer de faire une petite... je sais pas si ça se dit allégorie, je crois pas que... On va faire une image. Voilà, on va faire une image. Vous avez des ballons de foot qui sont devant vous, d'accord ? Qui font chacun même taille, hein, tout, sauf qu'ils ont des masses différentes. Et vous allez shooter toutes vos forces dedans. Et on va aller du tout petit ballon de plage tout fin qui s'envole avec le vent, d'accord, jusqu'à un ballon de foot qui fait le poids d'une balle de bowling. Vous allez vite comprendre qu'il y a dans tous ces ballons de foot, hein, imaginons qu'on parte de 100 grammes jusqu'à 20 kilos, vous shootez dedans de toutes vos forces, vous allez vite comprendre qu'il y en a un qui va partir beaucoup plus loin que les autres. Et c'est votre poids idéal. Vous avez toujours frappé de la même façon. Votre ressort pousse toujours les choses de la même façon. Il a toujours la façon de se détendre. Et en lui mettant un poids qui est idéal, il va pouvoir lui développer plus d'énergie. C'est vraiment ça, dans les pistons masse variable. C'est trouver quelle est la masse qui va correspondre à l'optimum de puissance du ressort. Mais ça n'intervient pas dans le joule creep, parce que pour nous vérifier ce phénomène-là, quand on augmente les masses ou quand on les descend, la seule façon, la seule mesure qu'on peut faire avec une réplique, c'est la passer au chrony. Et si on voit que la puissance de notre réplique augmente, on sait qu'on va dans la bonne direction. On part d'un périgée où on a une puissance faible, on arrive à un apogée où on a la meilleure puissance, et dès qu'on met une masse supplémentaire, tac, on voit qu'on est en train de chuter. Et donc on sait que notre apogée était là. Donc ça, pour le ressort et pour les pistons masse variable, c'est uniquement pour tirer la plus grande quantité d'énergie de votre ressort. C'est tout, ça n'a rien à voir avec le joule creep. Simplement, avec un 95 Newton, si vous utilisez la bonne masse, vous augmentez votre énergie de sortie. L'augmentation de la masse permet à votre ressort de développer son plein potentiel, et en développant son plein potentiel par rapport à votre périgée où vous aviez une faible puissance, c'est ça, en fait, qui vous apporte plus de puissance en sortie de bouche. C'est la seule chose qu'on mesure, la puissance en sortie de bouche. Il y a des répliques qui sont beaucoup plus sujettes au joule creep, grâce à leur mode de propulsion. Ici, sur une réplique AEG, je vais commencer par les AEG, après on verra les snipes, et même les snipes, on a une avancée qui est linéaire, on n'est pas sur de la détente. Votre piston, il part d'une vitesse 0, V0, et il va avoir une Vmax quand il va frapper la tête de cylindre. Cette Vmax, d'ailleurs, elle pourrait être plus grande si votre cylindre était plus loin, d'accord ? Vous auriez un temps d'accélération. Ça, d'ailleurs, il faut le comprendre. Quand vous avez de l'énergie en excès, et on le verra sur les HPR, quand vous avez de l'énergie en excès, plus vous passez de temps exposé à cette énergie, plus vous pouvez l'emmagasiner. Et nous, dans notre cas, pour le joule creep, pour augmenter notre temps d'exposition à notre énergie qui est en excès, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut allonger le temps du trajet du canon. Pour allonger le temps du trajet, on augmente la masse. Un objet lourd va plus lentement qu'un objet léger. Donc une 0,20 g va profiter pendant, je dis vraiment n'importe quoi, 1 seconde, parce qu'au bout d'une seconde elle est sortie, et l'excès d'énergie est dehors, mais ne propulse plus la bille. Par contre, une bille qui ferait 0,40, imaginons qu'elle passe 2 secondes dedans, elle profite de plus d'énergie. Quand vous avez de l'énergie instantanée, sur du HPR, on est sur de la détente, on n'est pas sur une accélération, on se détend. Donc on est à énergie 0, à énergie 100, comme ça. Alors que nous, notre piston, il avance. C'est d'ailleurs pour ça, les vidéos se suivent, qu'un cylindre percé, pour des canons courts, c'est obligatoire. Parce que vous accélérez. Je ne vais pas refaire le cours dessus, si ça vous tente, soit vous revoyez la vidéo, soit on le fera en détail, peut-être avec des expériences. C'est pour ça d'ailleurs que cette vidéo existe, c'est que pour le futur de la chaîne, ce sera des expériences pour essayer, non pas de débunker, parce que c'est pas mon rôle, mais simplement d'expliquer pourquoi il y a des idées reçues qui ne fonctionnent pas, ou il y a des erreurs de logique, comme la logique de dire « j'augmente la taille de mon canon, j'ai plus de portée ». C'est une erreur ça. C'est une erreur de logique, c'est pas faux dans la réalité, mais c'est une erreur de logique. Bref, donc on continue sur notre joule creep. Si vous branchez une batterie, par exemple, sur du 220 volts, vous avez de l'énergie instantanée. 220 volts, dès que vous branchez, ils sont là. Si vous laissez cette batterie pendant 30 minutes, elle aura une quantité d'énergie. Si vous la laissez pendant 1 heure, elle en aura plus. Et dans notre canon, c'est pareil. L'exposition à une énergie en excès
permet à l'objet d'en acquérir plus. Et plus l'objet est lourd, plus il passe de temps dans le canon, plus il passe de temps dans le canon, plus il peut profiter de cette énergie, plus en sortie de bouche, il a d'énergie. Donc le joule creep, c'est à la base deux aspects. Le premier, c'est une incompréhension entre deux expériences qui ne sont pas pareilles, et donc qui donnent des résultats différents, et on s'étonne qu'il y ait cette différence de résultats. Mais quand on fait la même expérience, c'est-à-dire juste en changeant le grammage de billes, d'accord, bah ça devient beaucoup plus logique. Un grammage plus lourd profite plus de l'énergie qui est en excès qu'un grammage léger. Le grammage léger, il est parti depuis longtemps. Le grammage lourd, il a pu profiter plus longtemps, et donc il a plus d'énergie. Et donc, mais comment on s'en est aperçu de ça? Parce qu'il y a 15 ans, on n'en parlait pas du joule creep. On n'en parlait pas parce qu'on n'utilisait pas des grammages lourds. Et il n'y avait pas des joints qui étaient adaptés pour porter des choses lourdes. Mais en passant de 0,20, alors les billes lourdes, quand j'ai commencé, t'avais de la 0,25, 0,28, t'étais déjà grammage lourd. T'avais de la 0,32, elles étaient noires, elles n'étaient pas géniales, je sais même plus c'était quelle marque. Mais avoir de la 0,32, c'était déjà le top du top. Aujourd'hui, on a 0,36, 0,40, 0,43, 0,48, 0,50. De la 0,32, j'étais obligé d'avoir une puissance énorme pour pouvoir la soulever, parce que mon joint n'était pas adapté. Aujourd'hui, avec le S-Hop, à 1 joule, cette réplique-là, à la tête de l'ours, elle va shooter de la 0,30. 0,30 à 1 joule, quasiment de la 0,32 même. Je pourrais avoir de meilleures perfs avec de la 0,32. Donc, le fait d'augmenter le grammage a rendu complètement obsolète le passage chronie à la 0,20. Et il y a encore 15-20 ans, tout le monde avait de la 0,20, 0,23, donc il n'y avait pas de différence finalement entre 0,20 et 0,23, c'est pas foufou. Mais entre 0,20 et 0,50, là, il y a un monde. Il y a un monde. Et comme il y a un monde, aujourd'hui, je dis pas, gna gna gna, la planète, il faudrait que tout le monde passe au peuple réglé grammage de jeu. Je vais peut-être le dire, d'accord, simplement je vois qu'il y a des problèmes techniques qui font qu'en logistique, qu'en organisateur, qu'en plein de choses, c'est plus pénible, d'accord, de le faire de cette manière-là. Mais c'est salutaire. C'est salutaire parce que, ne serait-ce que pour les snipes, ne serait-ce que pour les HPA, ne serait-ce que pour les GBBR, un GBBR, c'est de la détente directe. Vous augmentez le grammage de billes, elle va profiter beaucoup plus de cette détente de gaz. Et d'ailleurs, pour parler des GBBR et d'une expérience, si vous regardez les vidéos de l'Entre du Dingo, les vidéos de Timerzanoff, les vidéos de Golgi, les vidéos qui fait encore du GBBR et qui présente ça, enfin bref, quasiment tous, quand ils présentent des tests Neo 035 aussi, quand ils présentent les tests de tir avec les GBBR, ils parlent de leur puissance de gaz en PSI, d'accord, mais ils parlent surtout de la température. Ils parlent surtout de la température, et c'est un phénomène qui est très largement compris. Plus il fait chaud, plus il y a de patates, c'est tout simple. Donc, ça vous viendrait pas normalement à l'esprit d'être étonné que votre réplique a du 110 PSI en 0,30 à peu près réglé grammage de jeu, tape n'importe quoi, 1 joule, et que quand il fait 40 degrés, vous soyez à 1 joule 4, 1 joule 5. Ça, vous le savez, parce que vous savez que quand il fait chaud, il y a une expansion qui est beaucoup plus costaud. Donc ça pourrait être du joule creep si on n'avait pas connaissance de l'influence de la température sur l'expansion des gaz. Alors que ça, c'est très largement documenté. HPA, c'est différent. HPA, l'air, c'est pour ça qu'on utilise le HPA pour de la régularité. On n'a pas ce genre d'expansion. Par contre, on peut régler le débit. On peut régler le délai d'ouverture. On peut faire des retards, des choses comme ça. Donc ça permet aussi d'optimiser tout ça. Donc ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que le joule creep vient au départ d'une incompréhension entre deux résultats de mesure alors que les deux expériences sont différentes. Quand on le sait, on change un ressort, c'est pas du joule creep. On change un cylindre, c'est pas du joule creep. On joue en été ou en hiver avec du gaz, c'est pas du joule creep. Par contre, on a l'impression que changer un grammage de jeu n'a aucune incidence dessus. Et c'est pour ça qu'on a l'impression de ce petit côté magique d'énergie qui arriverait comme ça. Non, c'est largement documenté. Les objets massifs accumulent plus d'énergie que les objets légers. C'est comme ça. Les batteries, je vous ai parlé du cas des batteries, je vous ai parlé du cas des ballons de foot. On pourrait même le faire, ça c'est plus pour le ressort, et on est dans ce cas-là. Vous prenez une balle de ping-pong, vous la lancez, elle arrive à une distance, une balle de golf, elle arrive à une distance, une balle de... Et vous augmentez le poids, à un moment vous aurez un optimum. L'optimum qui sera peut-être différent pour moi et différent pour vous, et c'est le cas pour vos répliques. Donc le joule creep, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dès lors qu'on s'intéresse un tout petit peu à la physique. Et là-dessus, je vous dis bonne rentrée à tous, et on se revoit pour la tête de l'ours.
It's jungle out there. Disorder and confusion everywhere. No one seems to care. Well, I do. Hey, who's in charge here? It's jungle out there.